Alors, je vais vous parler de ce qui est un peu développé dans ce petit texte qui a pour origine un article dans Mediapart. Et je vais, au fond, introduire ce qui sera ensuite une discussion avec d'autres intervenants, Elias Sambar et des représentants du Valais, des représentants du Liban, qui confronteront un peu le propos général qui sera le mien. Je vais vous parler de ce que je crois être notre épreuve décisive. Il y a la politique ordinaire, il y a nos sensibilités, qu'elles soient partisanes, spirituelles, il y a notre quotidien. Et puis, il y a des moments dans l'histoire des hommes où il y a des épreuves décisives, où au fond nous avons rendez-vous avec notre propre humanité. Vous avez accueilli ici en Suisse un homme qui a symbolisé ça en France quand a commencé la catastrophe européenne. Il s'appelait Romain Rolland et c'est de Suisse qu'il écrivit ce fameux texte « Au-dessus de la mêlée », refusant le fracas des nationalismes, refusant cette idée qu'il y aurait des civilisations, des nations, des cultures supérieures à d'autres, et refusant ce qui a mis en péril le monde à partir de l'affrontement entre la France et l'Allemagne, la Première Guerre mondiale, donc c'était en 1915, ce texte au-dessus de la mêlée, refusant cet affrontement du tous contre tous. Quand je dis que ce sont des épreuves décisives, une fois passé le fracas des armes, c'est au tour de Romain Rolland que toutes les intelligences ouvertes du monde, soucieuses de l'humanité comme bien commun, se sont retrouvées en 1919 dans un manifeste en défense de l'intelligence de l'esprit. Un manifeste qui, au fond, refusait d'assigner à résidence, nous y reviendrons, la culture, l'esprit, la supériorité de tel ou tel peuple. Quand je dis que c'est une épreuve décisive, nous sommes au cœur de cette question nous sommes dans un pays de montagne, pour beaucoup d'entre vous, vous randonnez, ou vous escaladez, et vous savez bien quelle est cette idée, au fond, la plus palpable de ce qu'est un idéal. C'est comme chercher la ligne de crête, chercher le sommet, et aller voir l'horizon, sortir de la vallée, respirer le grand air, avoir une vision d'ensemble qui vous élève, qui vous relève. L'horizon, on ne l'attrape jamais, mais c'est une perspective, c'est un idéal, justement. Nous avons tous besoin d'idéal. Il y a ensuite des questions concrètes, il y a ensuite des questions d'intendance, des questions matérielles, des questions économiques. Mais nous avons besoin, surtout dans des moments de doute et d'incertitude, de nous retrouver sur un idéal. Et je crois que cette question dont nous allons parler, cette question de ceux que j'aime appeler, comme le maire de Grande-Synthe, les demandeurs de refuge ou les chercheurs de refuge, allant au-delà des différentes catégories, migrants, réfugiés, exilés, ceux qui frappent à notre porte parce qu'ils demandent, parce qu'ils cherchent refuge, je pense que c'est notre épreuve morale, où se joue cette question de notre horizon commun. Ceux qui nous l'ont fait comprendre dans la langue taiseuse qui est la leur, ce sont les montagnards et les marins. Quand les États ont renoncé à sauver en Méditerranée un armateur, tout ce qu'il y a de plus respectable, décoré de la Légion d'honneur, a fondé SOS Méditerranée. C'est le bateau, l'Aquarius, dont vous suivez tout le travail tous les jours. Et un jour, qu'on l'interrogeait sur Mediapart, sur le sens de cela, pourquoi il avait fait cela, il dit « Vous savez, nous, les marins, quand quelqu'un se noie, on ne lui demande pas s'il est un migrant économique ou un réfugié politique. On le sauve, c'est tout. » Et là, sur le même ton paisible, il dit « Et c'est ainsi que nous sauvons notre âme », et il ajoute « l'âme de l'Europe ». Les montagnards qui, à Briançon, ont fait cette cordée solidaire à laquelle j'ai participé sur le col de l'Échelle, disent la même chose quand
ils vont sauver des jeunes qui, après des périples héroïques, se retrouvent en petites sandalettes à traverser ce col et évidemment, selon le temps qu'il fait et surtout le vent qu'il fait, ce peut être à des températures de moins 15, moins 20 degrés. Alors je vais essayer de nous convaincre de tout cela, de nous secouer un petit peu. Je continue toujours aux résonances avec la richesse de votre pays. Dans tous nos débats actuels où les haines, les peurs, les replis rôdent, je cite une formule qui est attribuée, parce que je n'arrive pas à trouver le texte, je pense que c'est plutôt une interview où il l'a prononcée, qui est attribuée à un Suisse, un grand auteur de théâtre de Suisse alémanique, Max Frisch. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Les catastrophes arrivent toujours comme cela, par notre indifférence, par notre façon de détourner le regard. Il y a ceux qui les veulent, il y a ceux qui les créent, il y a ceux qui attisent les peurs, les haines, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont dans la virulence, dans la violence. Mais s'ils peuvent agir, s'ils peuvent au bout du compte commettre leurs crimes, c'est parce qu'il y aura eu l'indifférence. Alors, voici mon point de départ. Mon point de départ, pour montrer que je vais plaider pour le réalisme de l'hospitalité, pour le réalisme de la solidarité. Refuser cette idée que tous ceux qui défendraient les grands principes qui sont dans toutes nos conventions internationales, et notamment les conventions de Genève, seraient des irréalistes, des irresponsables, des bisounours, des naïfs. Je vais donc partir de celui qui a énoncé ceci. Il faut étudier la société par les hommes et les hommes par la société. Ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n'entendront jamais rien à aucun des deux, ni à la société, ni aux hommes. C'est de Jean-Jacques Rousseau, le Genevois, dans l'Émile. Que nous dit Rousseau, qui ne se faisait aucune illusion sur la nature humaine? Il nous dit que la question n'est pas l'idée d'un absolu moral. L'idée, c'est cette tension entre la politique, qu'est-ce que nous faisons ensemble, comment nous allons vivre ensemble, et des principes qui sont ceux, au fond, de l'émancipation. Comment nous faisons mouvement, comment nous conquérons des droits, comment nous défendons des libertés. Cette idée, et vous entendrez beaucoup ce mot dans ma bouche, qu'au fond, tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui et dont la démocratie suisse a été en partie pionnière, des libertés individuelles, des droits collectifs, des droits de s'assembler, des droits de voter, des droits de protester, des droits de défense de nos intégrités, tout cela a été issu, et c'est le mot dont je parlais, d'un déplacement. Nous nous sommes toujours déplacés. Nous avons voulu sortir de cette première assignation à résidence qui est d'être enfermé, soumis, en servitude, s'émanciper, s'échapper, se libérer. Et donc, ce dont nous parle Rousseau, c'est de cette émancipation qui est au fondement de ce qu'est une démocratie. Aujourd'hui, dans nos temps troublés, nous avons des visions pauvres de la démocratie. Nous avons, sur toutes les latitudes, des régimes qui deviennent autoritaires, qui deviennent défenseurs d'inégalités importantes, qui attisent les virulences identitaires, qui se disent des démocraties parce qu'on y vote. Mais la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. La démocratie, ce n'est même pas forcément uniquement des institutions, des pouvoirs, des contre-pouvoirs. La démocratie, c'est d'abord cette culture commune que nous allons partager et qui va faire vivre cette démocratie, qui va nous rendre responsables de cette démocratie. Et donc, au socle de cela, il y a, et Rousseau en fut le premier théoricien, le droit naturel, ce qui ensuite s'est retrouvé dans tous nos textes à prétention universelle, les déclarations des droits de l'homme jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est ça l'idéal démocratique, faire vivre le n'importe qui. Le n'importe qui de quoi? Eh bien, la déclaration de 1948 nous le dit, de la famille humaine, tous les êtres humains, de la famille humaine, pas les citoyens d'une nation, pas ceux qui possèdent une nationalité, tous les êtres humains de la famille humaine naissent libres et égaux en droit. Cet idéal de l'égalité des droits, qui permet d'inventer des droits, de conquérir des droits, de défendre des droits. Ce texte, c'était mon point de départ en rappelant Romain Rolland, a été écrit, proclamé à Paris à la fin 1948. Et c'est pour ça que nous avions choisi, il n'en a pas fait grand-chose, le théâtre de Chaillot pour interviewer Emmanuel Macron, car c'est à cet endroit-là que ce texte a été proclamé. Ce texte a été proclamé après la catastrophe européenne. Après cette lucidité qu'hélas nous risquons d'oublier, les générations s'en vont. Et il est notre devoir de les transmettre. Ces lucidités que justement l'affrontement des nationalismes, l'affrontement des identités, l'indifférence aux autres a provoqué des millions de morts, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides. Et nous savons, et Hannah Arendt l'a théorisé dans Les origines du totalitarisme, après cette catastrophe, combien au moteur de la catastrophe, avant qu'il y ait les crimes, il y a eu le fait de sortir de l'humanité une partie de l'humanité, de considérer qu'il y a des gens qui ont moins de droits que d'autres, qu'il y a des parias, qu'il y a des apatrides, qu'il y a des exilés qui errent sans refuge. Ce fut au moteur de ce qui s'est joué d'une première guerre mondiale à la deuxième guerre mondiale. Et c'est pourquoi la déclaration de 1948, dans son article 13, proclame ceci. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, tout comme elle a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et si elle le souhaite aussi, de revenir dans son pays. Il y a un hasard de la naissance. Nous ne choisissons pas notre lieu de naissance. Il peut être heureux, mais il peut être aussi malheureux. Nous pouvons naître dans des pays d'injustice sociale immense, de désordre climatique durable, de déstabilisation guerrière terrifiante et de déni démocratique persistant. Et donc, au cœur de cet article 13, il y a ce droit justement de ne pas être assigné à résidence, à pouvoir s'échapper, à pouvoir rêver d'une vie meilleure. Il faut tordre le cou à cette formule terrible, en partie déformée, qui est devenue un lieu commun politique et médiatique depuis la France. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Ce n'est pas la misère du monde qui vient vers nous. Il suffit d'aller voir les réfugiés. C'est la dignité du monde. Ce sont des gens de tous âges, mais notamment des jeunes, et avec cet héroïsme des migrants qui traversent des choses infernales, ou des demandeurs de refuge, comme je disais tout à l'heure, qui, au fond, veulent avoir ce droit, rappelé tout à l'heure, à avoir des droits. Ce droit à être égaux en dignité et en droit. Nous le savons ici, dans un pays de montagne. Nous avons connu deux, et nous en sommes à la troisième, révolution industrielle. La machine à vapeur, ça donne le chemin de fer, l'électricité, puis après les énergies fossiles, ça donne l'avion, et puis aujourd'hui le digital qui nous permet de communiquer et qui est un immense bouleversement aussi bien économique, culturel, commercial de nos sociétés. Et qu'est-ce qu'ont provoqué à chaque fois ces révolutions industrielles? Souvenons-nous, dans l'histoire de toutes nos familles, nous étions assignés à résidence dans des sociétés d'ordre, des sociétés où on naissait là où on naissait et on mourait là où on était né, où l'on ne bougeait pas de caste, où on ne bougeait pas d'ordre, où on ne bougeait pas de milieu, où l'on n'avait pas d'ascenseur social, où l'on restait
pour le meilleur ou pour le pire, enfermé dans sa communauté. Et que s'est-il passé à partir du moment où le niveau économique s'est développé, où la révolution industrielle a permis de se déplacer? Eh bien, on a voulu aller à la ville, on a voulu voir d'autres mondes, on a voulu se projeter sur le monde. C'est notre histoire. Frantz Fanon, l'auteur des Damnés de la Terre, grande référence pour Patrick Chamoiseau, que vous écouterez bientôt, et ami, compagnon d'Édouard Glissant, le double maître, comme je l'appelais, parce qu'il faisait 2 mètres, que nous partageons avec Patrick Chamoiseau. Frantz Fanon, l'auteur des Damnés de la Terre, martiniquais, soldat de la France libre, et ensuite engagé du côté des tiers-mondes, du côté des indépendances, du côté des émancipations des peuples qui avaient été colonisés, a eu très tôt une formule formidable. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. C'est l'histoire de toute humanité. Alors si je cite Fanon, ce n'est pas un hasard. C'est pour parler de notre lien au monde, de notre dette au monde. Édouard Glissant, dans une œuvre à la fois poétique, philosophique, littéraire et politique, a théorisé cela en parlant du tout monde, en lien au tout vivant du monde, en parlant d'identité-relation. Il n'y a pas d'identité à racine unique. Ce serait comme les plantes qui n'auraient qu'une racine en oubliant leur radicelle, leur rhizome et leur terreau. Elles meurent. Nous sommes tous faits d'identité-relation. Je change échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant, disait Édouard Glissant. Alors pourquoi parler du monde à partir de Fanon, à partir de Glissant? Parce que cet arc caraïbe, qui est mon pays d'enfance, a été le lieu, comme un chaudron, du début de notre projection sur le monde. La nôtre, nous, l'Europe, cette invention politique d'une réalité qui n'est donc pas géographique, qui est politique, l'Occident. À partir du voyage de Colomb, des 4 voyages de Colomb, nous nous sommes projetés sur le monde. Et cela a commencé par cet archipel d'îles, pour le meilleur et pour le pire. Des grands pillages, des grands massacres, des grandes injustices, la traite négrière, la transformation de l'homme en pure marchandise, en pur instrument de travail. Bien sûr. Et en même temps, cela nous a amenés, et ici même, en Suisse, à réfléchir à la question de l'autre, à la question du différent. Et en France, cela commence avec Montaigne et ses essais. Nous nous sommes projetés sur le monde. Le monde nous a fait nos richesses, a fait l'accumulation primitive qui a permis qu'ensuite nous développions nos sociétés. Nous sommes aujourd'hui dans ce monde que nous avons créé en grande part, ce monde interdépendant. Simplement, nous ne sommes plus seuls au monde. Nous ne donnons plus le là du monde à nous seuls, les peuples d'Europe. Le monde fait retour à notre porte. Cette interdépendance dont nous avons profité, eh bien, elle est là, et elle est là aussi par effet retour. Elle est là à notre égard, envers nous. Cette humanité bouge comme nous avons bougé. Et il ne sert à rien de se dire que nous allons la bloquer. Elle bougera toujours, comme nous avons bougé et que rien ne nous a bloqués, à la différence qu'il s'agit de mouvements pacifiques. Et il ne sert à rien de se dire que nous allons la renvoyer dans des pays pour 36 raisons, qui peuvent être des raisons objectives de survie, mais aussi des raisons de rêve, des raisons d'épanouissement, qu'elle a choisi de quitter. Et non seulement c'est en lien avec notre dette, c'est en lien avec cette interdépendance que rappelle l'appel de Saint-Malo, qui a été adopté par les écrivains qui étaient au festival Étonnants Voyageurs ces derniers jours. Cette interdépendance du monde. Nous sommes dans ce monde interdépendant. Si nous bougeons ici, il se passe quelque chose là-bas, et dans une interdépendance qui est aujourd'hui encore plus concrète, elle est connectée. Et si nous ne veillons pas à cet écosystème, eh bien, il peut y avoir un courjus. Il peut y avoir des civilisations qui s'effondrent, des mondes, le nôtre, qui s'effondrent, si nous ne prêtons pas attention à toutes ces connexions, à tous ces liens.
Les historiens, je vous fais peur, ont travaillé sur l'effondrement de la civilisation de l'âge de bronze dans l'est de la Méditerranée, sur l'effondrement de la civilisation romaine. Et ils soulignent ça, cette question de logique de puissance qui oublie, là ce n'était pas à l'échelle du monde, de leur monde connu, qui oublie l'interconnexion et l'interdépendance de tous les facteurs et qui, par logique de puissance, de richesse, de prétention, en l'occurrence aussi de société esclavagiste pour la Rome antique, et qui du coup à un moment sont victimes d'un court-circuit. Il y a un moment quelque chose qui fait que tout s'effondre à la fois. Et la seule façon que ça ne s'effondre pas, c'est de faire attention à tous ces liens. Dans l'histoire de l'humanisme, il y a un grand texte d'un homme qui sacrifiera sa vie, qui est britannique, John Donne. Vous le connaissez forcément par écho, Pour qui sonne le glas, le fameux roman d'Hemingway. C'est la prière, le prêche de John Donne, où il dit « Aucun homme n'est une île ». Eh bien, aujourd'hui, aucun peuple n'est une île. Aucun peuple n'est une île. Et ceux dont je parle, qui viennent de ces sociétés, car qu'est-ce que témoigne Glissant et Fanon de ce qui a été l'enfer de cette globalisation de ses débuts avec l'esclavagisme et la traite négrière. Mais ils témoignent aussi d'archipels, de lieux où une île suppose d'autres îles, où on ne peut pas être justement une île qui se pense tout seul. Alors nous sommes concernés par l'histoire, nous sommes concernés par la philosophie qui normalement fonde nos sociétés, nous sommes concernés par nos richesses qui sont liées au monde, mais nous sommes concernés aussi par nos actions. Je vais vous prendre 2 exemples. À Grande-Synthe, ils viennent d'être recasés, il y avait pendant l'hiver, au gymnase, la municipalité les avait accueillis, donc des demandeurs de refuge qui veulent absolument, et rien ne les empêchera d'aller en Grande-Bretagne. Ils parlent tous l'anglais parfaitement. Ils ont un lien, un cousin, une relation, une connaissance. Je les ai vus, des hommes seuls, quelques mineurs, et des familles entières, y compris avec des accouchements qui avaient lieu là. Qui étaient-ils? Des Kurdes irakiens. Pas la misère du monde. Des gens qui viennent d'un pays qui a toute une histoire, d'une culture, de montagne, avec une grande dignité, de grandes traditions. Et ils ne faisaient pas les misérables, ils savaient très bien avoir leur dignité malgré tout le chemin qu'ils avaient fait. Kurdes irakiens. Pourquoi des Kurdes irakiens? Qui a fait ce mensonge d'État devenu mensonge médiatique après les attentats de 2001, qui a provoqué l'invasion d'un pays qui n'avait déclaré la guerre à personne, fût-il une dictature, qui n'avait aucun lien avec Al-Qaïda, c'était l'Arabie Saoudite, le lien, qui n'avait aucun lien ni matériel, ni économique, ni idéologique, et qui a donc renversé non seulement le régime de Saddam Hussein, mais détruit une société, et pas n'importe quelle société, car ce sont des ignares qui ont fait ce building nation, le seul pays arabe à majorité chiite, un pays en relation justement au cœur du monde arabe et musulman et autres, dans la diversité des communautés qui existent en Irak. La dictature irakienne s'appuyait sur la minorité, grosse minorité de 30% de sunnites. La majorité chiite était l'histoire qui n'est pas qu'une histoire religieuse. Le plus grand parti communiste du monde arabe était en Irak et il était dans ce peuple chiite. Et donc, on a renversé tout ça en plongeant, y compris l'islam, en accélérant le plonger dans une guerre de religion comme nous avons connu les guerres au cœur de la chrétienté entre catholiques et protestants, là entre chiites et sunnites. Nous sommes concernés. Nous sommes concernés, les gens qui viennent de là, ils viennent de là aussi parce que nous avons, je ne parle pas de nous individuellement, mais cette réalité politique qu'on appelle l'Occident, et en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, ont une responsabilité avec tout ce que vous connaissez comme brutalisation. La torture a fait retour à ce moment-là dans notre univers, dans l'univers de pays qui se prétendent des pays membres permanents du Conseil de sécurité respectant les droits de l'homme. Je vais vous donner un 2e exemple qui concerne mon pays, la France. Il y a beaucoup de jeunes Maliens qui viennent,
ou de jeunes d'Afrique subsaharienne, mais le Mali notamment, qui est un superbe et grand pays. Et en effet, il y a actuellement une grande déstabilisation au Mali. Il y a en effet, sur fond de crise des nomades touaregs, il y a une guérilla qui devient une guérilla djihadiste, bien sûr, qui a été saisie par ces idéologies d'exclusion totalitaire. Aujourd'hui, le Mali, ce n'est pas seulement une intervention française sur l'ensemble de cette région du Sahel saharien qui est de 4000 hommes. L'intervention Barkhane, c'est la plus grosse intervention, et c'est trop peu connu, mondiale des Nations Unies. La MINUSMA, mission de la sécurité des Nations Unies pour la sécurité au Mali. 14 000 hommes. Mais le Mali, il fait face à quoi dans cette déstabilisation? Une déstabilisation qui n'a pas que cette cause-là, mais une des causes, c'est l'accélération provoquée par quoi? L'intervention voulue par M. Sarkozy en Libye. Ce mandat de l'ONU violé en allant bien au-delà de, soi-disant, la protection des populations. Il a été montré là aussi par le Parlement britannique qu'il y a eu mensonge, que la fameuse colonne sur Benghazi n'était pas là, que les victimes dans les morgues étaient des victimes tous de combattants, de milices, de gens du pouvoir, mais pas de victimes civiles. Le prétexte humanitaire a servi à un renversement de régime, et peut-être pour effacer des traces d'une corruption privée dans le cas de Nicolas Sarkozy. Mais la conséquence de cela, l'arsenal le plus moderne de toute l'Afrique, le plus important, le plus riche, l'arsenal militaire, il était où? Il était en Libye, petit pays pétrolier qui a une grosse fortune. Et cet arsenal, il est tombé dans les mains de qui? Dans les mains de ceux-là qui, pour certains, avaient été dans les unités militaires internationalistes à son échelle du régime libyen, et qui, du coup, les ont eus, et étonnez-vous après qu'ils mettent en déroute l'armée malienne. Nous sommes aussi comptables des désordres du monde, que nous prétendons ensuite résoudre, alors que nous les avons en grande part créés. Et comment nous irions les résoudre de manière militaire, et de le même mouvement, nous dirions que les humains qui en souffrent et qui veulent bouger, chercher refuge, non, nous ne les voulons pas. C'est une hypocrisie radicale. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, de quel côté est le réalisme? De quel côté est l'irresponsabilité? L'irréalisme est du côté des politiques en cours actuelles. Et nous le voyons sur toutes ces années. Depuis tant d'années, tant de décennies que l'on met la question migratoire à l'ordre du jour des débats politiques, l'a-t-on résolu? A-t-on empêché la montée de mouvements xénophobes qui en font leur pain pour imposer leur vue de division au sein du pays? Mais si l'on prend la période récente, après ces soulèvements de peuples tout autour de la Méditerranée qui parlaient la même langue que nous, la justice, la liberté, le pain, l'égalité, et des soulèvements pacifiques, avant que, au bout du compte, le manque de solidarité, le manque aussi, ils ont leur propre responsabilité d'invention, fait qu'ils se retrouvent plongés dans des conflits armés. Au début, il y a eu une réaction d'humanité au tout début de la crise syrienne. Ça s'appelait Mare Nostrum. Et à l'époque, en Italie, nous n'avions pas ce qui est en train de se produire, le fait de passer la main à des mouvements xénophobes. Il y a eu une grande solidarité dans le peuple italien, beaucoup d'initiatives. Et c'était la marine italienne qui, au nom de l'Europe, sauvait. Et puis de la même manière, en Grèce, il y avait des solidarités. Entre-temps, depuis la crise économique et la brutalité à l'égard de la Grèce a cassé un peu cela. L'Europe a demandé qu'on mette fin à Mare Nostrum et a remplacé ça par Frontex, c'est-à-dire une frontière, des barbelés symboliques dans la mer. On ne sauve plus, c'est pour ça qu'il y a SOS Méditerranée et initiative privée. Et non seulement on a fait Frontex, la conséquence de Frontex, c'est que l'Europe n'est pas la première destination du monde pour des réfugiés. Il y en a une plus grande proportion dans le Sahel, dont je parlais tout à l'heure. Dans l'Afrique subsaharienne, elle accueille beaucoup plus les réfugiés du monde que nous n'en accueillons, nous qui sommes autrement riches. Mais en revanche, l'Europe, notre continent, est devenue la destination la plus dangereuse du monde pour ceux qui veulent chercher refuge.
C'est pas seulement le cimetière méditerranéen entre 30 000 et 40 000 morts, noyés depuis 2000, mais c'est aussi des morts à terre, et j'y reviendrai sur la situation libyenne. Et après avoir fait cette frontière, il y a été décidé les pays sûrs. On va sous-traiter. Au fond, on va faire une barrière et on va demander à d'autres de les bloquer à notre place. On ne va pas assumer notre devoir. Pays sûr. Quel est le premier pays sûr désigné? La Turquie. Monsieur Erdogan, 6 milliards. Cadeau de l'Union européenne. Résultat des courses, vous le savez. On ferme les yeux sur le cours autoritaire du régime Erdogan, la façon dont il brutalise sa propre société, les minorités de son pays, dont il prend prétexte de tout ça pour imposer un pouvoir personnel, y compris cacher ses propres corruptions de son clan, et emprisonner des journalistes, des intellectuels, toutes les voix dissidentes. L'Europe est complice de ce cours autoritaire du régime turc. Et puis, non seulement on a fait la Turquie, mais l'été dernier, tout le monde l'a oublié parce qu'il y a eu un épisode journalistique. Ça se passait à Tallinn, dans la capitale de l'Estonie, le 6 juillet 2017. On a dit, ah bah tiens, on a un premier pays sûr, la Turquie, donc c'est bloqué là, avec la Grèce. Mais c'est comme l'eau, hein, les hommes, ils bougent, donc ils contournent. Et ils contournent où? La Libye. Eh bien, l'été dernier, on disait tranquillement, l'Europe, eh bien, deuxième pays sûr, la Libye. Même objectif, on va leur demander d'endiguer la venue des demandeurs d'asile. On va aider avec de l'argent les gardes-côtes libyens. On va renforcer les retours volontaires depuis la Libye vers d'autres pays. On va, bref, donner de l'argent aux faibles autorités libyennes. Il n'y a pas d'autorité installée stable en Libye. Et non seulement ils ont décidé ça l'été dernier, mais ils n'en parlent plus. Pourquoi? Parce que cet automne, reportage, caméra cachée, CNN, et qu'est-ce qu'on découvre? Ce que Médecins sans frontières, Médecins du monde savaient, et ils ne le proclamaient pas pour arriver à continuer à aller là-bas aider, c'est que c'est terrible ce qui se passe là-bas, car le racisme, y compris le racisme à l'égard de la population noire, aucune civilisation, culture n'en est absente, et il existe là aussi. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les migrants, on les met dans des camps, y compris des camps. J'ai entendu quelqu'un de MSF dire c'est comme des camps de concentration. Et pourquoi? Pour les rançonner, pour qu'ils appellent la famille, pour qu'elle envoie de l'argent. Mais pire que ça, et c'est ça le reportage de CNN. En attendant, on fait le marché aux esclaves. On vend de la force de travail. On chosifie l'homme. En faisant cela, et ce sont des textes d'ici, puisque c'est la Convention de Genève qui est relative au statut des réfugiés, le principe des pays sûrs viole l'article 33, qui est le principe de non-refoulement. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Nous n'avons pas de contrôle sur ce qui se passe en Turquie, encore moins en Libye. Je pourrais, mais je serais long, citer d'autres articles qui illustrent ça. C'est une grande lâcheté politique que de nous décharger de nos responsabilités sur des pays tiers, et en plus d'en faire une affaire commerciale, comme si de l'argent contre des hommes, des marchandises. Et c'est évidemment une illusion que de croire que l'on peut nier le caractère structurel de ces migrations. Je pourrais continuer, les spécialistes comme François Gémen, qui est un spécialiste des dérèglements du climat, qui est belge et qui enseigne à Sciences Po à Paris, avance cet argument. Lui, il est pour assumer l'ouverture des frontières en disant que c'est le réalisme, parce que c'est une goutte d'eau par rapport au nombre de millions d'Européens que nous sommes. Et il dit, mais regardez le coût Frontex, les barbelés, les centres de rétention, ce qu'on donne ici, là, les aides, combien? Plus ce que donnent tous ces gens qui ne bénéficient pas d'un sauf-conduit pour l'asile, donc qui doivent passer par des réseaux criminels. Évaluation, 25 à 30 milliards. Cet argent ne pourrait-il pas être utilisé à autre chose? À l'intégration, à des cours de langue, à des formations, à l'accueil? C'est de l'argent qui est disponible, et il n'est pas magique, celui-là. Il est là. Je pourrais continuer en vous parlant évidemment de l'hypocrisie qu'il y a
à soutenir des régimes dictatoriaux, des régimes qui torturent, des régimes qui blessent leur propre peuple, et ensuite à dire on n'accueille pas ceux qui demandent refuge. Et cela vaut, y compris pour ce qui se passe, par exemple, en Égypte aujourd'hui. Nos gouvernants condamnent l'élection du président vénézuélien dans des circonstances où l'opposition la conteste. Mais les mêmes ont félicité le maréchal Sissi pour son élection. Les mêmes. Il faut quand même que notre rôle de peuple souverain, c'est de rappeler ça, de ne pas gober cela. Je peux continuer. On se gargarise au bout de ces 10 dernières années, enfin, la prise de conscience du changement climatique, de ses conséquences, de sa durabilité, le fait que nous sommes une espèce qui menace le tout vivant du monde par sa puissance créatrice et destructrice, que peut-être que le grand collapse écologique aura lieu en 2030, en 2040, en 2050, on ne sait pas. Nous savons tout ça. Et comment nous ignorons le fait que cela provoque aussi des déplacements de population, que cela provoque aussi des peuples qui veulent vivre mieux, et je parlais du Sahel, c'en est une des clés, évidemment. Et puis je pourrais continuer. Que faisons-nous ? Nous faisons le lit, ici même, par ces politiques qui disent « oui, c'est un problème, oui, c'est des idéologies xénophobes qu'après, on va nous demander de combattre dans les urnes. » Mais après avoir fait des politiques qui leur ont fait la courte échelle. Au bout du compte, mes amis, ce que nous devons dire, ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. C'est une crise du fait que nous n'avons pas, et nos dirigeants n'ont pas le courage de dire « oui, ça va être compliqué, oui, ça va coûter un peu d'argent, oui, il va y avoir des problèmes de formation, d'intégration, mais nous n'avons pas le choix, car nous sommes dans ce monde interdépendant, nous sommes liés à ce monde. » J'ai apporté un formidable dépliant d'une organisation britannique qui dit cela très bien. Ce n'est pas a migrant crisis, c'est une crise de l'inégalité. C'est une crise de la guerre, c'est une crise du climat, c'est une crise de l'exploitation. Et c'est ça son affiche. This is not a migrant crisis, it's a crisis and so on. C'est cela que nous devons expliquer, c'est cela que nous devons défendre, pour ensuite trouver les solutions. Et tous ceux qui, au plan local en France, tous les maires hospitaliers solidaires, j'ai cité celui de Grande-Synthe, qui a tenu cette conversation nationale sur l'accueil et les migrations, avec toutes sortes d'autres élus. Tous ceux qui, et ils ont lieu en France ce week-end, ont tenu des états généraux des migrations, des maires de toutes tendances, qui parlent à leur population, qui savent quels sont les problèmes, qui savent, y compris les problèmes électoraux qu'ils pourraient avoir. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent d'abord, rappelons-nous notre propre histoire. Grande-Synthe, c'est une ville construite sur la sidérurgie dans les années 60. Des dizaines de nationalités. Une ville pauvre, 30% de taux de chômage. Et le maire, il assume. Et une ville qui, alors qu'elle est dans la sidérurgie, a été capitale de la biodiversité, parce qu'il mène aussi le combat écologique. Et il a dit, mais c'est notre histoire, vous vous êtes déplacés pour être à Grande-Synthe. Eh bien donc on va assumer notre histoire, on va être fiers de notre histoire. J'ai rencontré les personnels administratifs, pas des élus politiques de cette ville. Donc des gens de toutes origines, de toutes sensibilités, de toute histoire politique, personnelle, culturelle, religieuse. Ils avaient une grande fierté dans ce travail. Parce qu'ils, tout d'un coup, ils se trouvaient utiles. Ils ne gagnaient pas simplement leur vie, ils donnaient un sens à leur vie. Quand on va sur le terrain et qu'on écoute ces élus au plus près, on comprend qu'il y a des solutions. Et on les découvre après, en voyant le chemin des demandeurs de refuge. Enfin, et j'en viens à la fin de mon propos, surtout, c'est nous-mêmes que nous mettons en danger. J'ai coutume de dire que de la même manière qu'un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre, de nos jours, un peuple qui ne saura pas être au rendez-vous des solidarités les plus élémentaires vis-à-vis de ceux qui exercent ce droit à l'égalité et à la dignité, un peuple qui ne saura pas être au rendez-vous de ces solidarités pour le lointain, pour ceux qui frappent à la porte, ne saura plus l'être pour lui-même. Car c'est
ce refus de l'hospitalité et de l'accueil, c'est une école du chacun pour soi, une pédagogie de l'égoïsme, de l'apathie, de l'insensibilité, de l'indifférence. C'est un renoncement essentiel qui entraîne une abdication générale, où l'on ne va plus défendre nos propres solidarités. C'est cela qui nous menace. C'est cela que nous disent ceux qui, je reviens au terrain, en France c'est très frappant, les xénophobes disent hey, « si on s'occupait d'abord de nos SDF, de nos sans domicile fixe, eh bien pardi, qui est sur le terrain pour les migrants ? Emmaüs, les compagnons d'Emmaüs, ATD Quart-Monde, le Secours catholique, la CIMAD, service œcuménique d'entraide, c'est-à-dire ceux qui, justement, s'occupent de tous les plus défavorisés, qui ne défendent pas un statut acquis, un droit acquis, qui sont au cœur des misères du monde. Mais nous pourrons continuer comment nous détruisons nos propres valeurs. Nous avons conquis, comme il y a des droits des femmes, l'humanité est une, et en même temps il y a des droits liés à la diversité de l'humanité, diversité de sexe, diversité d'âge. Nous avons construit des droits de l'enfant. L'enfance a un droit. L'enfance a un droit d'être protégée. Elle a le droit d'être éduquée. Elle a le droit d'être soignée. L'enfant a un droit. L'enfant, il n'a commis aucun crime s'il se déplace, si c'est un mineur isolé, s'il accompagne ses parents. Et qu'avons-nous décidé en étendant à 90 jours, le pouvoir voulait 150 jours, les durées de rétention, que les mineurs peuvent y être, que des mineurs qui n'ont commis aucun crime peuvent être enfermés. Enfermés alors qu'ils n'ont fait que demander, soit pour eux-mêmes, soit avec leur famille. Je pourrais continuer sur le droit d'asile et sa remise en cause, je l'ai évoqué tout à l'heure, un droit fondamental. Mais pour terminer, je voudrais surtout dire combien nous faisons le lit de quelque chose qui peut nous ravager, et vous l'avez sous les yeux en regardant l'actualité en Hongrie, les votes britanniques, les débats français, les débats suisses peut-être, mais ce qui vient de se passer en Italie. Qu'est-ce que nos gouvernants installent ? C'est qu'au fond, il faut faire le tri. Bon, il y a peut-être certains qui ont quand même droit à l'asile, mais bon, on va réduire quand même, hein, et on déshumanise et on réduit les procédures pour qu'il y en ait le moins possible. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils installent ? Il n'y a qu'eux, il n'y a qu'eux qui ont droit. En revanche, les migrants économiques, c'est fini. Le travail, c'est pour les nationaux. Il n'y a pas la place pour d'autres. Contrairement, encore une fois, à comment nous avons construit toutes nos histoires. Nous nous sommes déplacés, encore une fois, la France, par exemple, est une Amérique de l'Europe par la constitution de son peuple. Et donc, qu'est-ce qui est installé par tout le champ politique ? La préférence nationale. La préférence nationale. Français d'abord. America First, M. Trump. Mot d'ordre de l'extrême droite américaine dans les années 30 qui soutenait non seulement Hitler, mais la non-intervention en Europe. Et pourquoi elle avait America First ? Parce que le slogan le plus populaire d'Hitler était « les Allemands d'abord ». C'est-à-dire, ce que je vous disais, on est seul au monde. Eh bien non. Si l'on accepte ça, on acceptera des logiques d'indifférence au monde, qui peuvent devenir du coup des logiques de destruction du monde, de puissance sur le monde, de domination du monde. Et regardez la folie Trump. Si nous oublions, si nous cassons ce lien, nous laissons ouvert la porte, non pas à des gens qui vivraient tranquillement dans leur repli, mais au contraire à des politiques destructrices, à des politiques qui sont celles de la négation du droit naturel, qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des humains supérieurs à d'autres, des cultures, des religions, des croyances, des apparences supérieures à d'autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il reste 20 secondes pour être dans les 45 minutes qui étaient prévues, qui est que cette idée que c'est dans la fin de ce manifeste, c'est une vieille sagesse qui est partagée par ce qu'ont de meilleur les trois monothéismes, les pensées laïques des Lumières, et aussi, au plus lointain, puisque nous sommes à Orient-Occident, par cet endroit du lien Orient-Occident, où c'est joué pour nous, et où ça se joue toujours. Je rappelais, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Nous voyons bien que la position
des dirigeants d'Israël fait d'Israël une prison pour son propre peuple, en se croyant l'Occident face à un Orient qui serait barbare, qui serait celui des Palestiniens. Et donc, ce que j'ai voulu vous dire, et qui est une vieille sagesse présente dans l'Antiquité polythéiste, c'est que le chemin vers le prochain passe par le lointain, que c'est l'accueil du lointain qui enseigne le souci du prochain. C'est qu'en étant au rendez-vous de tout ce dont nous venons de parler, dont nous allons continuer à parler, que nous saurons mieux être solidaires entre nous. C'est une vieille sagesse. Elle est dans l'Odyssée, quand Ulysse, qui est un migrant, un pérégrinant, revient à Ithaque. Athéna l'a déguisé en pauvre hère. Il sera reconnu que par un chien et par une femme. Mais un seul lui donne refuge, le porcher, qui pue comme ses porcs, qui est assez misérable. Et Ulysse, qui se voit rejeté par tous ceux qui ne le reconnaissent pas, mais qui sont de son monde, c'est un puissant, c'est un dirigeant. Il dit au porcher, mais pourquoi toi, tu m'accueilles, alors que tout le monde m'a jeté, m'a donné des coups? Et le porcher répond, étranger, je n'ai pas le droit, quand même viendrait quelqu'un de plus miséreux que toi, de manquer de respect envers un autre. Ils sont tous envoyés de Zeus, étrangers et mendiants. Il y avait dans le polythéisme grec une figure de Zeus, le dieu des dieux, qui est Zeus hospitalier, Zeus hospitex, et qui enseignait une crainte redoutable aux humains de ne pas être au rendez-vous de l'hospitalité. Parce que ce mendiant qui frappe à ta porte, c'est peut-être Zeus qui vient. Et gare à toi si tu ne l'accueilles pas. Merci.